Donc nous voilà aujourd'hui pour une session sur la mobilisation des équipes dans un projet de gestion des processus. Quelles sont les clés de succès? En fait, un précédent webinaire animé par Hugo Miguel vous avait donné envie de mettre en place un projet de BPM, Business Process Management, et vous donner quelques clés pour mener méthodiquement ce projet. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment nous inspirer de différentes approches, et en particulier le conseil et le coaching, comment manier différentes techniques, adopter la bonne posture pour mobiliser les équipes dans un projet de gestion des processus. Donc, je me présente, Olivia Gourdeau, consultante organisation pour la société Isodome, et ma double casquette de consultante et coach m'a permis de développer des approches un peu différentes dans la mise en œuvre de la gestion par les processus en entreprise ou toute organisation. Je vais ainsi me servir de mes expériences terrain et du retour que me font mes clients en permanence pour partager quelques idées à exploiter vous-même ou avec une aide extérieure lors des différentes phases du projet. Les différentes phases du projet qui sont évidemment depuis le cadrage jusqu'au lancement avec la gestion du système de management intégré, en passant par toute la phase de modélisation et de conduite du changement lors de votre projet. Et en fait, pendant ces 20 minutes, je tâcherai de vous communiquer tout le plaisir à rechercher pendant ce projet, car oui, on peut allier processus et plaisir, c'est possible, et je crois même que c'est la clé pour fédérer les personnes. Je vous rappelle que pour toutes vos questions, vous pouvez les poser via la boîte de chat. Déjà, peut-être un rappel, un processus, c'est, on dit, la transformation de données d'entrée en données de sortie à valeur ajoutée. Grosso modo, comment se transforment les produits et services petit à petit dans la chaîne pour passer d'une demande client à une réponse client. C'est finalement qui fait quoi, comment, en vue de quels objectifs, qui fait quoi avec quels moyens, quels outils, quels documents types. La gestion par les processus, ça c'est l'entreprise pilotée par ses processus. Elle le fait grâce à des indicateurs sur ces différents processus. C'est le système qui cherche à optimiser les processus pour gagner en performance, et ce en mettant en cohérence les trois pôles que vous voyez sur la diapo, les hommes, leurs activités et les moyens et les outils. De les mettre en cohérence et de les aligner sur la stratégie de l'entreprise, elle-même calée sur son environnement, qui est lui-même toujours en mouvement. C'est donc une réalité complexe que l'on cherche à appréhender, et en plus une réalité mouvante, et une réalité perçue par d'autant de points de vue que de parties prenantes, que ce soit les salariés, un service en particulier, un client, un fournisseur. Donc finalement, le challenge, c'est quoi? Le challenge, c'est déjà de faire parler ce qu'on appelle les sachants, les personnes qui vont pouvoir expliquer comment les activités s'enchaînent. Le challenge, c'est s'intéresser à un système. Quand on bouge un pôle, cela fait bouger les deux autres pôles. Le challenge, c'est de construire un référentiel qui puisse être compris de tous et qui puisse vivre et évoluer habilement. Puisque l'idée, ce n'est pas, à l'issue de tout l'effort qu'on aura mis pour mettre en place le projet, de réitérer tout cet effort. Non, au contraire. L'idée, c'est donc bien de déployer un projet BPM et que ceci soit vraiment considéré comme un projet avec ses différentes phases et que les fruits de ce projet soient durables. Donc, on va rentrer dans le détail de ces différentes phases pour voir très concrètement comment est-ce que l'on peut agir. Donc, quelle que soit l'approche, je vous le disais, c'est un projet. Donc, il y a des prérequis qui sont communs à tous les projets, et notamment le cadrage. Donc, comment sécuriser le cadrage et engager les équipes dans ce travail? Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas via la boîte de chat. Tout d'abord, il faut savoir où on va. Quelle est notre cible? Il faut savoir d'où on part. Quelle est la situation actuelle? Quel est notre niveau de maturité? Vous voyez ici une grille justement qui vous aide à évaluer votre niveau de maturité. Bien se poser la question, finalement, en quoi la démarche par processus va répondre aux besoins. Et c'est cet effort de clarification qui va permettre ensuite d'aligner les moyens et les objectifs et d'éviter les frustrations. D'éviter de partir sur du tout modélisation, qui fait qu'on va fatalement s'épuiser, de partir, comme on dirait,
toute berzingue et puis de s'épuiser et puis d'arrêter en pleine route, de partir sur du surdétail. Non. Quel est notre objectif? Qu'est-ce que cette démarche doit nous apporter à moyen terme, mais aussi tout de suite pendant que nous faisons le projet? Au moment du cadrage, il faut définir, Hugo vous le disait, une méthode de modélisation. Quel langage utiliser? Surtout pas ce que vous voyez justement sur la diapo. L'idée, c'est pas d'arriver avec, comment dire, de plaquer son idée, d'arriver avec son idée du processus standard, exhaustif, idéal, quand bien même vous avez un consultant extérieur, par exemple, qui a dans sa manche des référentiels de bonne pratique parce que lui a pu voir différents secteurs, ou alors le collaborateur qui est là depuis 30 ans, qui a une bonne connaissance des pratiques et qui représenterait la vérité absolue de l'entreprise. Ce n'est pas non plus à l'inverse, laisser libre cours à la créativité de chacun, sans méthode, sans cadre, et au final, à réinventer la poudre. Non, au contraire, l'idée c'est de se poser la question dans ce choix de méthode, est-ce que c'est une affaire de spécialiste ou est-ce que tout le monde va comprendre? Une affaire de spécialiste, c'est plutôt quand on cherche à automatiser un système. Donc là, la méthode, elle doit couvrir toute cette complexité. Et généralement, c'est plutôt toute l'organisation qui doit comprendre les process. Qui fait quoi, en vue de quoi. Et donc choisir un langage simple qui intègre facilement les niveaux de détail des opérations, c'est ce que vous voyez sur la diapo, que l'on parle donc de processus, de procédures ou de modes opératoires. Pour vous aider, les approches conseils sauront vous guider sur les méthodes qui sont le plus adaptées à vous. Sinon, n'hésitez pas à vous renseigner. Quelle que soit ensuite la méthode que vous adopterez, l'idée pour vraiment engager les personnes, c'est de définir les engagements réciproques tout au long du projet. Quel contrat passons-nous tous ensemble, que ce soit d'un copil à un comité de direction ou d'un chef de projet à un de ses collaborateurs? On va définir les rôles et responsabilités et les engagements des moyens. Et quelque part, quand on fait ça, on est déjà dans l'approche processus, puisqu'on définit des engagements de niveau de service interne. Quand on est au cadrage, on pense déjà à la pérennité du système. Il faut viser en permanence cette viabilité et ce confort d'utilisation. Donc, il faut penser tout de suite à mettre en place les conditions pour que cet effort projet n'ait pas à se perpétuer pour la suite. Si vous avez une aide extérieure, elle doit viser constamment l'autonomie, votre autonomie. Tout comme un coach, puisque je vous rappelle, je le suis, doit éthiquement le faire avec son client. Ou tout comme un consultant doit viser à ne plus être indispensable dans l'entreprise, évidemment. Passons à la phase atelier, puisque la phase atelier, c'est le gros, on va dire, de la mise en œuvre de la démarche par processus, puisqu'il faut commencer par modéliser cette réalité complexe et mouvante. Assez classiquement, vous saurez qu'une préparation soignée, c'est le signe de respect du temps que vont vous accorder les différentes parties prenantes, les différents référents qui vont participer, qui vont être mobilisés pour élaborer avec vous ces processus et ces procédures. Quel que soit l'atelier, un conseil pratique, c'est de démarrer en explicitant bien les règles de fonctionnement de l'atelier. Qui a le droit de parler quand, pourquoi, au nom de qui? Je conseille souvent plutôt de parler au nom de soi. Sauf si on fait effectivement un jeu de rôle. Quelle est la durée? Qu'est-ce qu'on doit obtenir dans cette durée? Quel est le travail à fournir ensuite? Dans notre méthodologie, on conseille en fait généralement d'avoir une première phase d'atelier sur l'identification des parties prenantes, puisqu'en fait, c'est en fonction des clients que l'on va agir. Donc il y aura une partie sur les parties prenantes, et c'est une fois qu'on aura bien défraîchi ce tableau que l'on pourra rentrer dans le détail. Donc sur l'atelier concernant les parties prenantes, l'idée c'est de changer un peu les perceptions par rapport à d'habitude. Vous devez avoir donc la direction et les personnes qui sont au contact justement de vos clients ou de l'ensemble de l'écosystème. Et de capter leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes à ce jour et à venir. On peut s'inspirer donc des 8 zones d'intervention du coach, alors que les puristes me pardonnent, c'est bien une adaptation. Donc vous voyez ces 8 zones. La zone 3, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise? Ses valeurs, sa force,
Les coachs parleront d'ADN, je préfère parler de culture ou d'histoire fondatrice. Vous voyez, dans la zone 5, là, on va se poser la question de quoi est composé son écosystème. Qui sont-ils? De quoi ont-ils besoin? Donc c'est ce que je vous disais, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les institutionnels. La zone 7, quelle est notre offre? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre mission? Et ensuite, par itération, et c'est là où on va commencer à avoir peut-être un peu plus de richesse encore que d'habitude, c'est de se demander quel est le lien finalement entre l'entreprise et les parties prenantes. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas par rapport à ce qu'est l'entreprise, ce qu'est l'organisation et ce qu'en attend son environnement? Quel est le lien ensuite entre ce qu'est l'entreprise et finalement ce qu'elle produit? Est-ce que dans ce qu'elle offre, dans ses services, dans ses produits, on retrouve finalement ses valeurs, son engagement, la façon dont elle aime travailler? Ensuite, on peut faire encore un exercice, c'est de se dire en quoi justement ces activités, ces missions, ces produits, ces services sont vraiment en adéquation avec les attentes actuelles, les contraintes de nos clients et leurs attentes futures. Avant, potentiellement, on pouvait vouloir juste un téléphone et un abonnement. Maintenant, quand on s'achète un téléphone et un abonnement, ce que l'on veut, c'est potentiellement faire une commande sur le net, aller le récupérer à un point de vente, ensuite avoir un service après-vente ouvert 24 heures sur 24. Les canaux sont très différents. Les produits n'ont pas toujours changé, mais les canaux. Donc, qu'est-ce que nous apportons qui est vraiment en cohérence, en adéquation et apporte de la valeur à nos clients? Et pour mixer justement les points de vue, mixer les groupes, mixer les formats de groupe, des ateliers en 2 à 2, en petits groupes ou en grands groupes, permet vraiment de croiser l'ensemble des visions et de changer justement les perceptions. Une fois que vous avez fait ce travail, on va pouvoir rentrer dans le détail des process et procédures. Mais je vais vous raconter une fable, puisqu'on parle de multiplier les points de vue. C'est une fable indienne qui aborde le sujet de l'intelligence collective. En fait, vous avez 6 aveugles qui sont originaires de l'Hindustan, instruits, curieux. Ils désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant pour compléter leur savoir. Donc, je ne vais pas vous faire les 6, mais grosso modo, vous voyez qu'il y en a un premier. Il arrive, il se cogne au flanc de l'éléphant et dit « mais c'est un lion ». Un autre, il prend la trompe qui est ondulante et il s'exclame « mais c'est un serpent ». Il y en a encore un autre, vous voyez, il palpe le genou et il se dit « mais un éléphant, en fait, c'est un arbre ». Donc là, vous avez les 6 aveugles qui discutent longtemps, passionnément. Ils tombent nécessairement dans un excès ou un autre. Ils insistent en disant qu'ils ont tous la vérité sous le bras. Ils ne s'entendent pas. Et en fait, il y a un sage qui passe par là et qui leur dit « mais qu'est-ce qui fait que vous agitez autant ?» Donc là, les aveugles expliquent. Et finalement, le sage, avec un petit sourire, il leur explique qu'ils ont tous vrai. En fait, chacun décrit l'éléphant d'une façon différente, et parce que chacun a touché en fait une partie différente. Et il leur explique que l'éléphant, il a tous les traits de ce que les aveugles finalement ont décrit. Pourquoi si je vous raconte cette histoire? En fait, c'est parce que il y a 2 morales qu'on peut en tirer et qui est intéressante pour mobiliser les gens. C'est toujours ça. Les mobiliser dans le plaisir, c'est que finalement, chacun va détenir la vérité. Donc, d'une part, il faut se garder de penser que son point de vue correspond à la réalité globale, alors qu'il est nécessairement limité et partiel, un peu d'humilité. Si on accepte ça, on n'a qu'une partie de la vérité, on peut admettre aussi que les autres, ils ont une partie de la vérité. Et là, on commence à entretenir vraiment un respect mutuel, une écoute qui permet de construire une vision beaucoup plus fluide et cohérente. Assez parlé de la morale de cette histoire. Je rentre dans un atelier, j'ai donc expliqué le cadrage, la finalité, la durée, la façon de respecter le point de vue de chacun. Quand je veux rentrer dans le détail d'une procédure, je dois vraiment expliciter l'objectif détaillé que vise à atteindre le processus. Et effectivement, attention à l'arbre qui cache la forêt. Exemple. Dans le cas d'une procédure de recrutement, est-ce que la finalité, elle est simplement d'avoir un collaborateur embauché qui répond à la fiche de poste? Oui, ok, pourquoi pas. Mais est-ce que vraiment la finalité, c'est pas plutôt d'avoir un nouveau collaborateur qui est en adéquation avec les attentes, la culture, qui a suivi une procédure de recrutement qui est conforme à la législation,
dont le contrat prévoit déjà différents cas de figure, avec un contrat qui est d'une souplesse qui est adapté aux deux parties. Au-delà du juridique, évidemment, un collaborateur qui, dès son premier jour, aura tout l'équipement adéquat, qui lui permette de commencer plus vite, qui aura déjà des rendez-vous planifiés pour pouvoir suivre son parcours d'intégration et être plus vite opérationnel. Voilà, c'est ça la finalité. Et une fois qu'on est bien d'accord sur la finalité et comment on la voit, alors là, on peut décrire les activités, qui fait quoi, comment, pour atteindre cet objectif, ou qui ne fait pas quoi, comment, justement pour l'atteindre. Et là déjà, on identifie des zones d'amélioration rien qu'en parlant de l'existant et en se fixant bien sur l'objectif. Vous avez compris? N'oubliez pas, si vous avez des questions, la boîte de chat est là pour vous. Dans ces ateliers de définition de process, soyez méthodique et tenace. Il faut bien respecter la méthodologie, c'est essentiel. Un process, c'est pas qu'une succession de tâches. Un process utile, il intègre les rôles, les actions, les responsabilités, ce que vous voyez justement en vert, les outils utilisés, les indicateurs de mesure. C'est là que va se trouver toute la richesse de votre processus. La méthodologie, généralement, en fait, en tout cas celle que j'applique, c'est qu'on commence à clarifier l'existant pour progressivement définir et déployer cette cible. Autrement dit, on passe du as-is au to be. Alors, pour ceci, on peut avoir une aide extérieure, justement, qui permet d'éviter l'écueil d'une modélisation de process et procédure idéale, tout de suite un to be, qui n'écrit en rien une réalité en évolution. Sinon, on aura tendance, effectivement, parfois, à avoir un meilleur tableau que la réalité, et donc, finalement, aucune voie pour l'améliorer. On peut aussi s'inspirer pendant ces ateliers, une fois qu'on est d'accord sur comment les choses sont faites actuellement, et comment est-ce qu'elles pourraient être. On pourrait s'inspirer d'une méthode qui est l'appréciative inquiry ou démarche appréciative. C'est une méthode en fait qui consiste à apprécier ce qui est. Comme vous voyez à l'écran, c'est valoriser l'existant. Quelles sont les ressources positives de l'entreprise? C'est une méthode en fait qui permet de développer la créativité. On passe de pourquoi ça ne marche pas à sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour être encore meilleurs. Puisqu'en fait, les méthodes de résolution de problèmes, qui sont des bonnes méthodes bien sûr, et l'analyse de cause est une méthode vraiment en entonnoir. On va jusqu'à la racine des causes, mais elle peut avoir tendance à réduire les points de vue, alors que l'autre méthode va élargir des points de vue. Qui sommes-nous? Que faisons-nous de bien? Comment est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre? Et qu'est-ce qui nous motive? Sur quoi est-ce qu'on va s'appuyer pour aller? Et éventuellement se dire, au lieu de constamment regonfler un pneu qui est un petit peu abîmé, qui a un peu des trous pour faire une route, l'idée c'est peut-être de choisir autrement, de choisir un bateau. Voilà. L'idée c'est d'élargir l'esprit par rapport à vos forces et vos motivations. Voilà une façon d'animer vos ateliers qui serait peut-être un peu différente et plus motivante, à mon sens. Enfin, une fois que vous avez donc bien cadré votre projet, modélisé les process et procédures prioritaires, que vous allez lancer en fait ces procédures en production, elles sont donc dites applicables, vous devez les suivre. Vous passez en mode pérenne pour ces process et procédures. Vous passez donc en mode amélioration continue de ces process et procédures. Faisons un focus sur le pilote, puisque Hugo et Arnaud vous le disaient dans une précédente session, pas de pilotage sans pilote. Ils sont au cœur névralgique du système. Leur performance est donc centrale pour assurer la réussite de la démarche d'amélioration continue. Comment les aider? Rappelons-nous, qu'est-ce que cherche à atteindre l'approche BPM? C'est l'amélioration. C'est donc la valorisation de l'erreur. C'est faire émerger les solutions partout. C'est capter l'expérience au plus proche du terrain. C'est pouvoir accélérer les transformations. Pour cela, nos pilotes doivent être porteurs de sens. Ils doivent véhiculer la culture de la confiance et ensuite cette recherche de l'excellence. De mes convictions et de mon expérience, cela passe par une posture positive, c'est-à-dire que quel est leur réflexe? Est-ce qu'en cas de problème, ils cherchent des solutions tout de suite ou plutôt tout de suite un bouc émissaire? Ensuite, est-ce qu'ils arrivent à chercher dans les points forts et les motivations des ressources pour s'améliorer plutôt que toujours dans ce qui est une faiblesse et ce qui est compliqué? Sont-ils
exemplaire, puisqu'il y a une dynamique qui se crée pour remonter justement des axes d'amélioration, des non-conformités sur lesquelles on va s'appuyer. Mais ces améliorations doivent être mises en œuvre. Et il doit y avoir un feedback pour entretenir cette dynamique. Comment est-ce qu'on voit concrètement que une entreprise est dans cette culture d'amélioration continue, cette posture positive? Je vais raconter très rapidement l'histoire justement de cette entreprise qui transporte des matières dangereuses, du carburant, donc avec des camions qui sortaient régulièrement et il y avait des travaux, donc un échafaudage. Et en fait, un camion a heurté un peu l'échafaudage qui n'est pas tombé. Mais le transporteur, disons, a eu un doute. Il aurait pu, hein. Il est pressé, il a une production à faire, il aurait pu partir vite et faire ce qu'il a à faire. Il s'est plutôt dit qu'il y avait un risque et qu'il fallait qu'il prévienne. Et en fait, quand il a prévenu, le supérieur lui a dit bravo, parce que d'une part, ils allaient vérifier l'échafaudage, et un échafaudage qui a été déstabilisé, c'est potentiellement un échafaudage dont quelqu'un peut tomber. Et d'autre part, si lui avait heurté cet échafaudage, d'autres pouvaient le faire. Donc potentiellement, ils allaient penser à une autre façon de faire, c'est-à-dire décaler les horaires, sortir par un autre endroit. Voilà, toujours s'améliorer. D'où le fait, en fait, de développer des qualités de coach pour faire émerger des solutions et de chefs de projet pour assurer la mise en application de toutes ces actions, et ce, dans une approche transversale de l'entreprise. Pour favoriser du coup cette posture, comment les aider? Il s'agit d'un élargissement de responsabilité. Donc, que vous preniez une extérieure ou pas, il y a une formation ou une information qui sera dans tous les cas un prérequis. Vous pourrez mettre en place une information collective aux futurs pilotes sur ce qui est attendu d'eux, afin déjà d'homogénéiser leur vision des choses, qu'ils identifient ce dont ils ont besoin et qui croisent ces besoins entre pilotes. Ça crée déjà un collectif en fait de pilotes. C'est ce qui a été fait notamment dans un aéroport et qui a permis de créer une véritable cohésion d'équipe et donc une meilleure écoute. Ça se voit comment? Toujours concrètement. Ça s'est vu par exemple entre deux fonctions qui sont la sûreté et la sécurité, majeures dans un aéroport. La sûreté, ça consiste à tout fermer, au moyen de postes de filtrage, à empêcher un quelconque acte de malveillance. Alors que la sécurité vise au contraire à tout ouvrir, elle vise l'évacuation rapide en cas de danger ou d'incendie. Ça a été réuni dans un même processus et du coup le pilote a pu discuter avec ses fonctions et les faire regarder dans une même direction. Je dirais donc en conclusion que si le rôle de pilote prend de l'ampleur, et d'ailleurs le cas dans la nouvelle norme, on peut dire que ce pilote, justement, c'est quelque part un responsable qualité sur le champ de son processus. Et du coup, le responsable qualité, lui, il devient le super animateur. Arnaud, vous le disiez la dernière fois, c'est celui qui doit être capable de déléguer. C'est l'huile dans les rouages de ce système de management. Il est fournisseur et formateur à des nouvelles méthodes, à des outils. Et bien sûr, la direction elle-même prend une autre posture. Elle doit pouvoir favoriser la délégation, s'attend pour parfois être remise en question vis-à-vis de ces axes d'amélioration, proposer des méthodes et outils de pilotage, d'analyse et de reporting qui soient communs et intégrés du coup dans son management global. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous m'avez bien entendu. Et nous allons pouvoir passer aux questions. Alors,